Gaëtan de Laville-Léon, merci d'être avec nous. Nous allons évoquer avec vous un sujet aussi vaste que complexe, la motivation des agents du service public. Vous êtes docteur en neurosciences et cofondateur de la société Cogix. Vous intervenez régulièrement sur ces sujets dans des organismes publics. Alors une première question en lien avec un sondage Odoxa sur les Français et le service public paru il y a quelques semaines. Quel rôle joue la perception des clients usagers dans la motivation du service public et surtout le fait que les citoyens comprennent de plus en plus que le problème ne vient pas des agents, mais des moyens et du manque d'effectifs. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, la relation usager-citoyen-agent va avoir un rôle fondamental dans la motivation à deux endroits. Le premier, c'est que nous sommes des animaux sociaux. On a tendance à l'oublier trop longtemps, le Covid nous l'a rappelé, puis la mémoire est courte, donc on l'oublie à nouveau. Et donc, on parle même de cerveau social et de l'humain comme étant un animal à dépendance sociale. Donc la relation sociale est fondamentale pour nous, elle nous préserve du stress, elle préserve notre santé mentale, notre santé physique. Et à ce titre-là, on a donc un besoin fondamental de reconnaissance. Lorsque je fais une action, j'ai besoin de sentir qu'elle va être utile pour un tiers. Et donc, à ce titre-là, évidemment, la relation usager-agent va avoir un rôle fondamental. Et lorsque l'agent se présente à moi, non pas avec un a priori négatif, mais avec un a priori positif, avec une forme d'empathie, c'est-à-dire qu'il va prendre en considération les contraintes que moi je peux avoir, évidemment, ça va fluidifier cette relation. Et donc, à ce titre-là, ça peut accroître ma motivation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai mentionné, on a également un besoin de se sentir utile au-delà de la reconnaissance dans notre tâche. J'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle un sentiment d'utilité, d'auto-efficacité important, de sentir que lorsque je produis une action, elle a un impact pour mon destinataire final. Et donc à ce titre-là, savoir que je peux être en appui de l'usager, qu'il me fournisse de la reconnaissance ou pas, j'ai envie de dire, ça va être vecteur de motivation. Et donc là, on peut avoir deux effets. D'une part, des usagers qui sont plus conscients des contraintes des agents et donc qui vont, dans la relation, encore une fois, faciliter cette prise de conscience qu'ils sont utiles pour les agents. De l'autre, on pourrait y revenir, mais parfois certaines transformations dans les organisations qui vont éloigner l'agent de l'usager. Et donc finalement, l'agent n'est qu'une chaîne d'un maillon et l'usager se retrouve à 10 chaînes de là. Et là, ça va dégrader fortement la motivation, puisque finalement, ok, on me dit que je suis utile pour le service public, que je suis utile pour les usagers, mais si les usagers, je les vois jamais, ou si je les vois qu'au moment où ça se passe mal, je ne vais pas pouvoir développer ce sentiment d'utilité, il n'y a rien de concret. Donc oui, cette relation usager-agent, elle est fondamentale, et notamment pour, pas que pour les citoyens, mais également pour les agents eux-mêmes. Juste une petite précision, vous avez parlé de tout ce fonctionnement du cerveau. Est-ce que c'est des découvertes récentes ou est-ce qu'on sait ça depuis longtemps? Et est-ce que c'est difficile à expliquer dans les organisations? Alors, les neurosciences sont assez récentes à l'échelle scientifique, elles ont une cinquantaine, soixantaine d'années. Les sciences cognitives, donc qui regroupent les neurosciences, la psychologie cognitive, la cognition sociale, elles sont bien plus longues. Et la sociologie s'intéresse à ces mécanismes depuis bien plus longtemps. Donc je dirais que le fait qu'on ait besoin de reconnaissance, le fait qu'on ait besoin de se sentir utile, tous ces éléments-là sur lesquels on pourra revenir ne sont pas récents. Ce qui est récent, c'est que les neurosciences et les sciences cognitives viennent expliquer des mécanismes biologiques sous-jacents. Et donc tout d'un coup, il y a un argument d'autorité plus fort. C'est pas juste, ce ne sont pas que des théories. Derrière, il y a des réseaux de neurones, derrière, il y a un organe qui a hérité de millions d'années d'évolution, qui a évolué, qui a été forgé par tout ce qu'on a vécu pendant cette transition et cette transformation de l'humanité, et donc c'est tangible. Et à ce titre-là, c'est de plus en plus écouté de la part des directions, puisqu'on vient poser justement des arguments biologiques, mécanismes, des sciences dures, entre guillemets, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, derrière ces enjeux. Et donc, on observe une prise de conscience de plus en plus forte, notamment, et ça dépasse les sciences cognitives, du fait qu'il y a un désengagement des agents, et du fait qu'on a une crise du travail en France aujourd'hui, qui fait que les directions se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il suffit plus de mettre des objectifs et des ressources en face, si tant est que les ressources soient suffisantes, ça ne suffit plus. Et donc, il faut se poser la question de comment les agents travaillent, et de comment l'environnement de travail peut leur fournir les besoins, je dirais, minimum, requis, d'un point de vue biologique, c'est notre prisme, pour être pleinement engagés et arriver à leur fin. Ça a mis du temps, mais on y arrive.
On y arrive. Pas qu'on y est, je dirais qu'on y arrive. On y arrive. On y arrive. En tout cas, il y a une prise de conscience de plus en plus large, pas forcément pour des bonnes raisons, mais d'un point de vue un peu cynique, au moins la prise de conscience commence à émerger. J'ai bon espoir que maintenant les normes se déplacent. C'est tout à quel moment on aura ce point de bascule que j'espère voir arriver dans pas trop longtemps. Alors justement, dans la deuxième question, on observe que 76% des Français considèrent que le service public est un pilier du modèle républicain français. Donc l'adhésion n'est pas seulement affective, elle est aussi institutionnelle et symbolique, note le sondage Eurodoxa. Ce côté attachement viscéral au service public, qui a des effets sur la motivation, j'imagine, est également présent chez les agents. Quels sont les effets de cette caractéristique dans le comportement des agents ? Il y a de bons et de mauvais effets. L'effet positif, c'est que si j'ai un attachement viscéral si mon travail et mes tâches, je parle des tâches, si mes tâches sont associées à mes valeurs, je veux agir pour la transition écologique, je mène des actions en faveur de la transition écologique, je vais être naturellement plus engagé, je vais être plus résilient, je vais être capable de fournir plus d'efforts, d'apprendre plus facilement, etc. Ça va augmenter ma cognition d'une certaine manière. Ça, c'est l'effet positif. Les effets de bord, entre guillemets, qui peuvent survenir, d'une part, c'est un surengagement. On l'observe dans certaines organisations. En fait, puisque je me définis par mon travail, que mon travail est aligné avec mes valeurs, je suis prêt à tout donner. Et ça peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Trop donné ? Trop donné. Dans certains cas, on voit une organisation publique qu'on a accompagnée sur ce sujet-là, dans lequel il y avait un surengagement. Les gens nous disaient, je viens ici pour sauver le monde. Et donc, à partir du moment où je viens pour sauver le monde, du coup, oui, le mail qui arrive à 22h, je vais y répondre. Oui, le dossier qui est un peu compliqué, je vais bosser soir et week-end pour réussir à le faire passer, etc., etc. Donc ça peut entraîner derrière des difficultés pour la santé mentale des agents, mais même pour l'organisation, parce qu'un agent qui se met en burn-out, qui malheureusement bascule vers le burn-out, c'est toute l'organisation que ça vient chambouler et de la surcharge sur les autres. Et l'autre élément un peu plus subtil, c'est que parfois, un surengagement par les valeurs peut venir réduire une forme de flexibilité mentale, une capacité à changer d'opinion. Lorsque je suis, mes croyances sont fortement attachées à mon travail, quand tout d'un coup, mon travail change, parce que ma direction, parfois pour des bonnes raisons, vient me dire, en fait, t'étais sur ce projet, il faut que tu passes sur celui-ci. En fait, je suis tellement attaché à ce projet, parce qu'il me définit, que je ne vais pas être capable de l'écouter. J'ai un ensemble de biais cognitifs qui vont rentrer pour maintenir en état d'alerte, je dirais, et qui vont venir préserver ma cohérence interne, et parfois, ça vient freiner la flexibilité. Or, aujourd'hui, on a besoin de flexibilité, parce que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. C'est ça en management, flexibilité. Voilà. Il faut être capable d'être, parfois on parle d'agilité, en tout cas, il faut faire preuve de flexibilité mentale dans un monde où la réalité devient de plus en plus chamboulée au quotidien, dans un monde où tout change en permanence. Et donc, cette flexibilité est clé, et parfois, dans les organisations, selon nous, il faut assumer que le travail n'est que le travail. Et qu'en fait, il ne faut pas chercher un attachement par les valeurs à tout prix. Et qu'un projet ne vous appartient pas. Et qu'un projet ne vous appartient pas. C'est ça, c'est ce que je suis là pour faire mon travail, je suis là pour bien le faire. Ouais. Si mon travail est utile pour la société, c'est génial. Ouais. Et il faut le mettre en avant. Pour autant, il ne faut pas que cet engagement par les valeurs vienne couvrir tout le reste. Et dire en fait, et lorsqu'on veut surengager, ça c'est beaucoup vu dans les startups. Ici on est une famille, ici on va sauver le monde. En fait, ça a des effets de bord qui peuvent être extrêmement délétères. Y compris dans le secteur public, donc on est oui. Bien. Il y a aussi un surengagement. On ne déconnecte aussi jamais dans le secteur public. Ça peut y avoir un surengagement. On voit des organisations publiques, notamment à des niveaux de direction, dans lesquels il y a un surengagement qui est aujourd'hui assez caractérisé.